notes, et puis j'ai un credo professionnel qui fait que je suis ici. Il y a énormément de science, énormément de littérature. Sophie vous a un petit peu exprimé ce que je pense. Le défi, c'est plus davantage de science ou davantage de recommandations. Le défi, c'est améliorer de manière explicite le raisonnement clinique. Donc c'est le processus assez complexe qui vous fait mettre ensemble vos connaissances médicales, les recommandations pour la prise de décision pour un patient unique, et puis pour ce patient-là, pour la gestion de l'incertitude. Donc le nombre de situations en anesthésie-réanimation où il y a des certitudes est assez restreint, et dans l'immense majorité des cas, c'est la gestion de l'incertitude. Dans le doute, qu'est-ce que je fais? Et puis ça, c'est aussi conditionné par le fait que quand vous donnez des hautes ratios ou des recommandations type 1C, nous pensons qu'il faut le faire, mais c'est un avis d'expert, ça implique de la part des cliniciens aussi un raisonnement clinique. Et dans la plupart des situations, ce raisonnement clinique n'a pas été rendu explicite. Chacun a le sien, ce qui explique pour ce sujet de transfusion en chirurgie cardiaque probablement une grande partie de l'hétérogénéité des pratiques transfusionnelles. Et donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui sur ce diaporama que je vais partager avec vous, donc vous l'aurez, ils vous le donneront, il est en PDF. Donc il y a une partie sur laquelle je vais passer un tout petit peu plus vite parce que vous pourrez donc revoir sur les diapositives qui seront mises à votre disposition, et puis je vais insister un tout petit peu sur cette partie de raisonnement clinique et de gestion de l'incertitude qui me paraît pas assez présent dans la littérature. Alors certains appellent ça de la cuisine. Chaque fois que dans un article, dans une grande revue, vous voulez mettre un tout petit peu de cuisine, et non, la cuisine c'est interdit ici. Sauf que nous sommes dans ce que j'appelle moi le paradoxe de la pâtisserie de luxe. La pâtisserie de luxe, là vous avez vu, Pierre Hermé a ouvert quelques très très beaux magasins, là un tout petit peu partout. Et puis vous y allez, vous l'achetez, vous le mangez et vous l'appréciez. Vous prenez un article, vous faites la même chose, il est très bien dans une très grande revue, vous le lisez, vous l'appréciez. Et le paradoxe de la pâtisserie de luxe, c'est pas parce que l'article ou la pâtisserie est très très bonne que vous saurez le faire. Non ? C'est bien ça. Et donc, c'est effectivement cette partie de cuisine qui me paraît, moi, un tout petit peu utile. Deadline 8 novembre. Donc, c'était pour hier, ça, c'est ça? Oui. Le temps que tu trouves le fichier, Tu veux mon... Tu mets les pièces de monnaie dans l'ordinateur. C'est Parkmate qu'on a des pièces de monnaie. Ici, il faut respecter la loi, parce qu'on est quand même l'ancien tribunal de justice. Tu as ta clé, elle va faire fonctionner. Non, ça marche pas. je vais vous faire passer une feuille importante aussi, c'est la feuille de DPC, pour ceux qui l'ont pris. Très important, il faut impérativement qu'on ait les signatures de tous les participants. Tu veux une clé? Envoyer ça après pour justifier qu'on a bien fait des Ah bah sinon, tu prends la mienne, c'est mon Donc, la signature, votre nom sur ces feuilles est indispensable pour ceux qui ont DPC. Si tu veux t'évaluer, Non, ça passe pas? non. Si tu fais pas cette alors. 4 clés. Non, tiens l'original. L'original, c'est plus simple. Il y a l'original. Merci. C'est sur le mien, là? Oui, je vais pas passer sur le mien direct. Et pourquoi ça? Quel est le souci? Parce que la projection d'un PDF a l'air d'être assez problématique. Pourquoi?
Je sais pas. Je n'arrive pas à accrocher. J'aime pas que c'est quoi. On a fait des petites fiches comme ça du programme. Si vous êtes intéressé, qui est intéressé par mes fiches? Masterclass. Non, non, c'est celle d'en dessous. En dessous. Ouais, ouais. Bah, les deux, peut-être on aura besoin des deux, non? Oui, mais ouvre déjà une là pour ne pas. Encore? Est-ce que c'est un PDF? Ah, il est pas. Ça devrait pas avoir. C'est laquelle? Oui, oui, voilà, c'est ça. Et donc si tu le mets en Affichage. mode plein écran, et je prends le. On peut voir. Ça marche. Ça marche. Désolé pour ce. Alors. Et ça avance. Alors. Désolé. Patient Blood Management. Tout le monde a entendu parler de ce terme. Alors, il n'a pas été réellement traduit de manière consensuelle en français, mais disons que c'est la gestion du sang du patient comme une ressource. Et puis, je vous montrais la partie qui en revient au seuil transfusionnel et puis quelques réflexions sur l'anémie d'hémodilution. Alors, on a réussi de manière assez étonnante à complexifier quelque chose qui, en tout cas dans ma génération, était assez simple. C'est anémie égale transfusion, et ce qui a changé au cours du temps, c'est le fait que les seuils transfusionnels sont devenus de plus en plus bas. Et on en est arrivé à ce concept de Patient Blood Management. Alors, quand vous regardez la traduction, je vous ai mis le texte en anglais et la traduction qui est la mienne, c'est application à temps des pratiques médicales chirurgicales. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a des chirurgiens dans la salle? Non. Fondé sur des preuves, conçu pour maintenir la concentration d'hémoglobine, optimiser l'hémostase et minimiser les pertes sanguines dans un effort d'amélioration des résultats patients, outcome. Et puis, il y a énormément de recommandations, donc c'est une pluie de recommandations, et ça aboutit à cette diapositive illisible et qui tient du domaine du slogan. Alors, je vais vous montrer ce qui est du slogan. Donc déjà, le premier slogan, c'est qu'il y a une continuité dans le temps, pré, per et post-opératoire. C'est gérable, mais c'est déjà fragmenté. Et puis il y a trois piliers, donc optimisation de la masse cellulaire rouge. Deux mains qui se lèvent, c'est bien. Bravo. Ensuite, diminuer les pertes sanguines et le saignement. Et puis là, on arrive dans la troisième partie. C'est souvent à la fin que les esprits se lâchent et que les slogans deviennent de plus en plus rapides. C'est, vous voyez, optimiser les réserves physiologiques de l'anémie. C'est un très beau terme. Hein. Et puis, donc, optimisation du débit cardiaque. Donc, vous le voyez ici, ventilation et oxygénation, bien sûr. Et puis, optimiser les réserves à l'anémie. Maximiser le transport, minimiser la consommation, traiter les infections et puis utiliser des seuils de transfusion restrictifs. Donc, en clair, vous voyez ici, on diagnostique l'anémie. Je vais passer très vite, hein, je ne vais pas m'étendre. Opérer quand l'anémie est corrigée, donc ça c'est un vœu pieux hein, dans beaucoup d'endroits encore. Un plan d'épargne sanguine qui inclut, mais qui ne se limite pas aux sels sévères, la normothermie, la tolérance de l'anémie. Alors qui est-ce qui a de manière explicite dans son service un algorithme d'évaluation de la tolérance de l'anémie? Non? Moi, je demande au grand, parce qu'il y a parmi nous ici quelques respectables ténors de la discipline sur ce sujet-là. Donc moi, je commence à en avoir un, mais comme il n'est pas scientifique, je suis en train de le rendre un tout petit peu scientifique, entre guillemets. Et puis ensuite, il faut éviter l'association hypovolémie, hypoxémie et anémie. Donc ça, c'est pas très bon. Augmenter le transport en oxygène, diminuer la consommation, et puis avoir des seuils transfusionnels restrictifs. Et je vais vous montrer donc ce que ça est. Alors, je me permets de vous rappeler juste pour la suite, les définitions donc de la transfusion, hommes, femmes, femmes enceintes et les enfants. Et puis donc ce qui sépare mineur de modéré, donc on est à peu près en dessous de 12, donc ça c'est modéré, en dessous de 9 on est dans sévère chez l'homme, et puis 1 gramme par décilitre de moins chez la femme. Je ne parlerai pas de la femme
enceinte. Donc parmi les questions suivantes, je vais vous demander de lever la main, concernant l'anémie péropératoire, lesquelles sont vraies? Il y a plusieurs réponses correctes possibles. L'anémie, quelle que soit sa sévérité, est associée à une augmentation de la morbidité et mortalité post-opératoire. C'est vrai ou c'est faux? Quelle que soit sa sévérité, vous êtes sûr, d'accord. Ces seuils de définition de l'anémie, ce que je vous ai montré, sont robustes parce que la concentration d'hémoglobine est une valeur fiable et il y a peu ou pas de bruit dans la mesure de l'hémoglobine. Ceux qui ont passé l'internat il n'y a pas très longtemps, d'accord, disent le terme robuste ne fonctionne pas. Bah, la réponse est non, c'est pas robuste parce qu'il y a du bruit dans la donc autant statistiquement, vous pouvez montrer qu'à 11,9 g, il y a un risque accru par rapport à 12,1 pour un patient donné 12,9 et 11,9 et 12,1, je ne sais pas si c'est différent, on va voir ce que la littérature nous dit. La transfusion de CGR corrige toujours le risque lié à l'anémie. Alors, ne me dites pas que toujours n'est pas, j'ai fait exprès. La réponse est non, d'accord, ça ne corrige pas. Et puis l'anémie hypovolémique est plus dangereuse que l'anémie normovolémique. Ah oui, c'est vrai, oui, il n'y a pas de problème. Donc, prévalence de l'anémie, bah, bon, il y a énormément d'études, mais vous allez voir pourquoi je vais vous montrer ça. Donc, à peu près un patient sur 3 est anémique, d'accord? Donc, ça, c'est BGA 2018, avec beaucoup d'anémie mineure. L'anémie modérée, donc vous voyez, c'est 43% à peu près ici. Et l'anémie sévère, heureusement, est relativement peu grave. Alors, on ne voit pas très très bien, mais vous allez quand même le deviner. Donc ça, c'est la relation qui relie mortalité J30 et complications à J30 en fonction de la concentration d'hémoglobine dans cette cohorte de patients. Et moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en dessous de 10 grammes par décilitre, donc on est dans l'anémie modérée, on n'est pas dans l'anémie sévère, d'accord, mais on n'est pas dans l'anémie mineure non plus. Il commence à y avoir une augmentation, donc ça c'est l'estimateur, et ce que vous ne voyez pas, c'est l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, il est monstrueux. Regardez ici. Ça, c'est la borne haute et ça, c'est la borne basse. Et quand vous voyez les complications, de nouveau, ça ne se voit pas très très bien. Pour la morbidité, là, c'est un tout petit peu moins impressionnant en termes d'intervalle de confiance. Donc, clairement, l'estimateur du odds ratio lié à l'anémie modérée et bien sûr sévère est dans un contexte où statistiquement, l'intervalle de confiance est extrêmement large pour la mortalité. Autrement dit, on ne sait pas expliquer avec l'anémie seule ce qui s'y passe. D'accord ? Et donc un patient peut être en bas ou en haut de l'intervalle de confiance, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand vous regardez ici effectivement en analyse multivariée à droite, la signature, donc association statistique indépendante, l'âge, d'accord ? Vous voyez ici, lorsqu'on est âgé, donc c'est par année, on augmente de 2%, les intervalles de confiance qui sont relativement faibles. Catégorie de l'anémie, vous voyez ici, anémie faible, peu sévère. Le odds ratio, il est 1,05, la valeur du P. Alors, vous vous souvenez, il y avait 50% des patients là, dans cette cohorte de patients. Et quand vous regardez l'anémie sévère, là, ça augmente l'intervalle de confiance. Et puis, regardez l'impact, la signature du statut ASA, et c'est là où vous voyez ça va de 6,33 intervalle de confiance à 379. Donc quand vous avez ces intervalles de confiance, quelle que soit la valeur du P, pour un patient donné, il peut se placer n'importe où. Donc clairement, on n'explique pas tout avec la science et la littérature, ce que l'on voit. Donc anémie fréquente dans la population, ce message-là, vous le connaissez. L'anémie pré- et post-opératoire sont associées de manière indépendante à une augmentation de morbidité, mortalité, même lorsqu'elle est modérée, donc au-dessus des seuils transfusionnels, j'insiste, au-dessus des seuils transfusionnels. Donc rechercher, diagnostiquer et traiter l'anémie, le professeur Lazoki va certainement vous en parler. Donc saignement aussi un facteur de risque indépendant de morbimortalité post-opératoire, bien sûr qu'il faut minimiser. Et la transfusion de concentré globulaire rouge est le plus souvent, mais pas toujours, délétère, elle est parfois bénéfique. Alors, le problème des seuils transfusionnels. Alors, plusieurs réponses possibles. Seuil transfusionnel restrictif indique que la transfusion de CGR est définie par une valeur d'hémoglobine en dessous de 7 grammes. Donc si on est en dessous de 7, on transfuse. C'est vrai? Oui. Seuil transfusionnel restrictif indique que la transfusion de CGR est définie par une valeur d'hémoglobine 7 à 8 grammes par décilitre. Laquelle des deux est plus proche de la réalité? La deuxième. 7 ou 8, pourquoi? Parce que ce n'est pas une science exacte.
Le seuil transfusionnel libéral est défini donc, pour une hémoglobine inférieure à 10 grammes. D'accord. Et puis, en fait, la réponse correcte, c'est 9 à 10, de nouveau, parce que ce n'est pas une science exacte pour ce qui est de la mesure de l'hémoglobine. Alors, transfusion de CGR par excès. Parce qu'on a fait beaucoup de tam-tam sur... Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas transfuser. Hein. Je dis juste que si on transfuse, comment est-ce qu'on transfuse? C'est mon seul propos. Donc, transfusion CGR par excès est définie par le critère suivant. Une ou plusieurs réponses possibles. Valeur d'hémoglobine supérieure à 12 grammes après la transfusion de CGR. Plus de 10 grammes ou plus de 9 grammes. Ou 4 et je ne sais pas. Donc, qu'appelle-t-on une transfusion par excès chez un patient transfusé? Quelqu'un qui dit 12? 10? Et la réponse est 9. Vous le saviez? Oui? Tout le monde le savait? Non, d'accord. Moi, j'ai bien fait de venir. Alors, les seuils transfusionnels restrictifs ne s'appliquent pas aux patients ayant une cardiopathie, ayant un état de choc septique, ayant une coronaropathie stable, ayant une coronaropathie instable. Pardon? On ne sait pas très bien. Mais grosso modo, les 3 premières sont fausses. D'accord? Sont fausses. Pour les patients qui ont une coronaropathie instable, la bonne réponse, c'est celle du professeur Lazocchi, on ne sait pas. D'accord? Mais pour les 3 premières, on le sait. Alors, les seuils transfusionnels. Alors, choc septique, je dis j'allais passer assez vite, donc l'étude a été publiée en 2014. Donc toujours on dit, si vous êtes en choc septique, vous avez de la dysoxie, vos capacités éventuellement, parce que vous êtes en état de choc, de mobiliser vos réserves face à une anémie peuvent être limitées. Donc l'étude a été faite, vous voyez à peu près 500 patients dans chaque groupe qui était tout à fait comparable, très bonne étude, New England. Vous avez ici la séparation donc des valeurs d'hémoglobine entre le groupe qui a eu une transfusion dite libérale et le groupe qui a eu une transfusion dite restrictive. Donc ils sont très bien séparés, ce n'est pas le cas dans d'autres études. Et quand vous voyez la mortalité AJ90, et je vais arrêter ici avec la description, elle est statistiquement non significative. Donc chez les patients en choc septique, transfusion libérale ou restrictive ne change absolument rien lorsque le critère de jugement est la mortalité AJ90. Vous avez ici les courbes de survie et par sous-groupe, moins de 70 ans, plus de 70 ans, cardiopathie chronique ou pas de cardiopathie chronique, de nouveau la différence, elle n'est pas statistiquement significative. Donc c'est assez, donc il y en a eu d'autres, des études observationnelles, c'est assez, vous me corrigez, je parle à mes congénères PUPH si vous avez d'autres opinions. Alors, la chirurgie cardiaque, plusieurs études, 2015, ça c'est la première. Et ce qui vous remarquez ici déjà, donc on a pris des patients de chirurgie cardiaque. Vous vous souvenez, je vous ai montré la séparation entre le groupe transfusion dite restrictive et transfusion dite libérale, où la séparation était claire et nette. Alors, il peut y avoir aussi un problème de barre d'erreur, mais ce n'est pas le cas. Là, la séparation est moins nette. Donc, c'est plus difficile en chirurgie cardiaque de séparer les groupes selon qu'ils ont été alloués en transfusion restrictive ou libérale. 1000 patients dans chaque groupe tout à fait comparable. Je vais passer très très vite. Et là non plus, pas de différence statistiquement significative en faveur de la transfusion dite libérale par rapport à la transfusion dite restrictive. Alors, on peut dire, mais voyez, si je transfuse par excès, il ne se passe rien. C'est vrai, alors que toute la littérature observationnelle est en faveur des effets délétères de la transfusion dite libérale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'erreur à les transfuser, il n'y a pas de bénéfice, d'accord, mais on ne les tue pas comme l'indiqueraient les études dites observationnelles. Puis 2017, cette fois-ci, on parle de 2400 patients dans chaque groupe. Là aussi comparable pour tout ce que vous pouvez imaginer. De nouveau, la séparation est moins nette entre les deux groupes. Et quand vous regardez aussi donc, dans le groupe dit restrictif, on est à 52% des patients transfusés. Et dans le groupe dit libéral, on est à 72%. Donc c'est dans le tertile haut des centres qui transfusent. Dans le tertile haut des centres qui transfusent.
Et vous voyez aussi que le nombre de... Donc on a transfusé un tout petit peu moins dans le groupe transfusion restrictive, je vais passer. Et quels que soient donc les groupes, les sous-groupes qui avaient été prévus, il n'y a pas de différence statistiquement significative en faveur de la transfusion libérale. Alors, coronaropathie instable, donc ça a été 2017. Donc là, c'est des malades de réanimation qui ont un antécédent de coronaropathie plus ou moins stable. Il n'y a pas de différence significative, je vais passer. Et donc, ces gens-là concluent en faisant un résumé de ce que les différentes sociétés savantes vous recommandent. Donc, le British Committee pour les standards en hématologie, en général, c'est le seuil transfusionnel et en dessous de 7. NICE aussi fait la même chose. Et EGBI, donc la Société britannique d'anesthésie et réanimation, la même chose. Et ABB aussi 7. Ça, c'est phase aiguë de l'infarctus du myocarde, donc ça ne peut pas être plus instable en termes de coronaropathie que ça. Vous voyez qu'on est sur 34 000 patients, études observationnelles. Et puis, ce qui en ressort ici, c'est que si c'est non ajusté à gauche, quand vous êtes à une hémoglobine supérieure à 11 grammes, vous avez une augmentation statistiquement significative du risque si vous avez été transfusé. En multivarié, ça ne ressort pas, mais avec un intervalle de confiance assez large, une très grande hétérogénéité interétablissement, donc qui va, vous voyez ici, de moins de 5% des patients qui ont un infarctus aigu du myocarde jusqu'à 15%. Donc clairement, soit les patients ne sont pas les mêmes, soit les pratiques ne sont pas les mêmes, soit les deux. Et ils disent ici, l'anémie est fréquente chez les patients qui ont un infarctus du myocarde aigu. Dans une grande cohorte de patients ayant un infarctus du myocarde aigu, il n'y a pas d'effet délétère lié à la transfusion de CGR. L'analyse du rapport bénéfice-risque individuel, donc sur la tolérance de l'anémie, mais il n'y a pas d'algorithme publié d'évaluation de la tolérance de l'anémie. Quand vous regardez la comparaison dans cet article que je ne vous ai pas montré, on a essayé de faire des scores de propension, mais les patients ne sont pas comparables. Ceux qui n'ont pas été transfusés avec ceux qui ont été transfusés. Donc la réponse à la question, est-ce qu'en coronaropathie instable, infarctus du myocarde, faut-il transfuser, ou les seuils transfusionnels sont les mêmes que ceux en dehors de la coronaropathie instable? La bonne réponse a été celle du professeur Lazuki, on ne sait pas. Et donc, le problème des seuils transfusionnels, c'est effectivement, il faut passer de la littérature, qui sont des statistiques, à la prise de décision pour un patient unique. Alors, il n'y a pas d'argument en faveur des seuils libéraux, d'accord? Compte tenu du bruit, je pense que 7-8, c'est le seuil dit restrictif, et le seuil libéral, c'est 8 à 9, et il n'y a pas de bénéfice prouvé, y compris chez les patients qui sont à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, à se retrouver à plus de 9 grammes par décilitre après une transfusion de concentré globulaire rouge. Les seuils bas sont associés soit à un pronostic meilleur dans les études observationnelles, soit à un pronostic comparable dans les études prospectives randomisées. Alors, quid de ce qui se passe pour un patient donné? Ça, je ne vous en ai pas l'air. Alors, je suis obligé de vous faire une parenthèse sur l'anémie d'hémodilution. Donc l'anémie d'hémodilution, vous avez que dans la définition de l'anémie, minime, modérée, sévère, il n'y a pas de réflexion sur le mécanisme. Alors, donc une anémie d'hémodilution est une situation où la valeur de l'hémoglobine est basse, d'accord, donc ça rentre dans les critères avec une diminution de la masse globulaire rouge, soit nulle, soit moins importante que l'augmentation du volume plasmatique. Donc la masse globulaire rouge qu'on ne sait pas mesurer, sauf le professeur Lazuki, donc c'est un volume, donc expliqué dans l'hématocrite, et donc il vous faut le volume plasmatique, le volume sanguin total et le volume globulaire rouge, et sur la base de ça, vous faites l'hémoglobine qui est en concentration en grammes par décilitre. Et donc du coup, si on ne prend pas en compte cette anémie d'hémodilution, ça peut fausser les calculs du transport et du contenu artériel en oxygène. Et quand l'hémoglobine, la concentration est proche du seuil transfusionnel, là il peut y avoir problème dans l'interprétation de l'anémie d'hémodilution. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe.
vous avez la formule du transport en oxygène que vous connaissez tous. Volume d'éjection systolique fois fréquence cardiaque fois les différents facteurs, l'hémoglobine, saturation à 1, facteur 10 pour arriver à 633 millilitres par minute. Et si vous transportez 70 kg, 1000 litres par kilo par minute, vous êtes à 9. Donc là, avec un volume d'éjection à 45, on va remplir ce malade-là, il n'y a pas de problème. On va lui apporter un petit peu d'orangère lactate. On corrige le volume d'éjection systolique, la fréquence cardiaque diminue parce qu'on a corrigé en partie l'hypovolémie, et l'hémoglobine passe de 10,5 g à 9,5 g. C'est crédible ça avec 500 ml d'orangère lactate? Oui? En 10 minutes, la réponse est oui, sans problème. Aucun problème. J'ai les démonstrations si vous voulez, mais c'est crédible. C'est encore plus crédible avec les colloïdes. Et donc quand je refais mon calcul de transport, bah, j'arrive après optimisation à 630 ml par minute, donc je n'ai absolument rien gagné en termes de transport. C'est vrai? Est-ce que si le patient ne saigne pas, est-ce que ma masse rouge a changé entre avant et après l'injection d'urangère lactate? La réponse est non. Et donc si maintenant je considère que bien que la formule soit là, et dans ce que Shoemaker a proposé dans toutes les formules, cette formule-là, et c'est celle d'ici du milieu, est juste, moi je peux me poser la question sur le fait que la masse rouge n'ayant pas changé, est-ce que j'ai le droit de prendre cette valeur-là d'hémoglobine, donc celle qui précède l'infusion d'urangère lactate, et dans ce cas-là, je passe de 630 à 696, donc je suis à 10 ml, donc j'ai gagné un petit peu en transport. Donc, au début des années 90, le grand professeur Gattinoni a publié une très très belle étude dans le New England sur l'optimisation hémodynamique chez les patients de réanimation, et il les a optimisés soit sur la SVO2, soit sur le transport, avec remplissage, rangère, et il arrive à la conclusion que c'est plus facile d'optimiser en SVO2 qu'en transport. Pourquoi? Parce que on a appliqué cette formule-là sans réflexion quant à la différence entre masse rouge et concentration d'hémoglobine. Alors, la même chose ici, quand je me rapproche des seuils transfusionnels, cette fois-ci, donc je démarre, c'est une petite mamie, je démarre à 10 grammes d'hémoglobine, d'accord? Donc vous voyez que cette fois-ci, on est avec un débit cardiaque qui est, donc j'ai confondu volume d'éjection et fréquence cardiaque en un seul paramètre. Je suis à 300 ml par minute, et puis je passe de 10 à 8 parce que la mamie n'a pas une grande volémie, et puis la même chose strictement parce que les calculs fondés sur la concentration font que l'optimisation aboutit à une stagnation, entre guillemets, dans beaucoup de situations du transport en oxygène. Donc lorsque dans Patient Blood Management on vous dit optimiser le transport, moi c'est pas forcément facile d'optimiser le transport avec la formule parce que je vous ai montré pourquoi on n'arrive pas à l'optimiser. Alors, un tout petit peu plus loin. Donc on arrive à cette histoire de seuil transfusionnel. Alors, ça c'est le seuil transfusionnel, et l'infirmière vient vous voir en disant je viens de faire un HemoQ, et mon HemoQ est au seuil moins 0,2 g par décilitre. Qui transfuse? Vous transfusez? Effort de sincérité. Qui d'autre transfuse? Merci. Alors, quel que soit le seuil, ce problème d'oscillation de la valeur d'hémoglobine autour du seuil, très peu, est un problème qui a été peu abordé dans la littérature. Alors, je dis, est-ce que c'est une science exacte la mesure de l'hémoglobine? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées. La réponse est non. Et donc, si vous vous retrouvez autour du seuil, il faut se poser des questions. Quel est l'historique de l'évolution des valeurs d'hémoglobine? Est-ce que j'étais à 12 avant et il ne s'est rien passé et je viens avec un 6,8? D'accord? Est-ce que ça a saigné? Y a-t-il eu hémodilution? C'est ce que je vous ai montré avec 500 ml de rangère sur 10 minutes. Est-ce qu'il y a des pertes sanguines qui sont en rapport avec ce qu'on dénomme les pertes maximum acceptables pour aller de la valeur d'hémoglobine préopératoire à la valeur que vous fixez, d'hémoglobine que vous fixez comme seuil transfusionnel? Qui sait calculer les pertes maximum acceptables? Vous savez? Et d'autres, les mains qui se lèvent, j'en ai entendu parler, mais pas très très bien. Alors cette comparaison-là, elle est essentielle parce que si 80 kg, j'ai 15 d'hémoglobine, si j'ai une masse estimée à peu près à 6 litres, et si on ne me laisse pas hypovolémique, mais on fait de l'anémie normovolémique, est-ce que vous savez combien de litres de sang
je peux perdre pour évoluer de 15 à 7 grammes par décilitre en normovolémie. 3 litres. D'accord? Si vous n'avez saigné que 1000, alors que vous aviez le calcul 3 litres, vous êtes en discordance entre ce que vous avez saigné et les pertes maximum acceptables. Donc ce n'est pas une science exacte, mais ça vous oriente. Donc ça, il faut le faire. Et bien sûr aussi, il faut regarder la tolérance de l'anémie. On est obligé d'anticiper souvent et puis penser aux alternatives à la transfusion. Alors, concernant le bruit de la mesure de l'hémoglobine, il y a plusieurs réponses correctes qui sont possibles. Il ne dépend que de la technique de mesure. Ça, c'est le bruit analytique. Deuxième, c'est il peut être en relation avec des variations physiologiques circadiennes de l'hémoglobine. C'est vrai ou non? Est-ce que j'ai des variations, moi, circadiennes de la concentration d'hémoglobine? Hein? De combien? 1 gramme à 1 gramme 5, sans difficulté. C'est-à-dire que si j'ai fait un très bon repas copieux le soir, et puis après je suis à jeun pendant 12 heures, je me réveille, l'hémoglobine faite après le repas et l'hémoglobine faite le matin à jeun ne va pas être la même, de l'ordre de 1 gramme 5. D'accord? Si vous faites une course à pied aussi, vous allez vous déshydrater. La situation en anesthésie-réanimation qui vous donne une hémoconcentration en moins de quelques minutes. Le Lasix, oui, mais hors médicament. Le choc anaphylactique, c'est quasi pathognomonique. On l'a publié. Si vous avez la valeur play hémoglobine et vous voyez un patient qui va mal et hypotendu et a pris 2 grammes d'hémoglobine, pensez au choc anaphylactique, il n'y en a pas d'autres, des situations comme ça. Alors, donc le bruit est inférieur à 0,1 g par décilitre, quelle que soit la technique de mesure, ou alors il est supérieur à 1 g par décilitre, quelle que soit la technique de mesure. Qui pense que c'est supérieur à 1 g par décilitre le bruit de la mesure? Personne? Vous? La réponse est oui, il est supérieur à 1 g par décilitre. Et donc, il faut absolument intégrer cette histoire de bruit de la mesure de l'hémoglobine lorsque vous prenez la décision de transfuser sur des valeurs qui sont proches donc, de la valeur seuil de transfusion. Alors, le bruit de la mesure, il y a le site de prélèvement, donc ça c'est les erreurs préanalytiques. Il y a l'hémodilution. Donc là, l'hémoglobine est vraie, mais la masse rouge n'a pas bougé. Donc c'est anémie d'hémodilution. Et puis les techniques de mesure. Alors, ça c'est un montage. Vous avez reconnu un cathéter artériel. Je peux prélever soit ici, soit ici, soit ici. Alors, est-ce que vous avez une idée du volumeur de ce montage-là? La réponse est probablement non. Mais vous voyez que c'est 1, 3 et 5 000 litres. Donc si vous ne voulez pas de contamination, en théorie, il faut on fait 2 fois le volumeur, ça me paraît le minimum. Et si vous êtes en dessous de 1 fois le volumeur, eh bien, probablement vous avez introduit un bruit préanalytique auquel il faut réfléchir. Donc, et c'est pour ça que de temps en temps on dit je vais prélever sur le cathé artériel ou sur le cathé veineux, donc ma valeur est donc fiable par rapport à l'hémoQ, à condition que vous n'ayez pas d'erreur préanalytique, auquel cas, bien sûr, ce n'est pas fiable. Et si je fais 2 gaz du sang, un sur le cathé artériel et un sur le cathé central, et sur le cathé artériel, ça me revient à 7 grammes 2, et sur le cathé veineux central, ça me revient à 8 grammes 5, lequel est vrai? Donc 7 grammes 2 sur un cathéter et 8 grammes 5 sur l'autre. Lequel des deux est vrai? Le veineux, en général, est un tout petit peu plus élevé que l'artériel, mais pourquoi? C'est le plus élevé parce que je ne peux pas hémoconcentrer. Donc, si j'ai une valeur élevée, ça vous faites une moyenne, mais la différence est trop importante, d'accord? Si j'ai une valeur élevée et une valeur basse, tout ce que vous faites en termes de bruit préanalytique, c'est en faveur de l'hémodilution. Donc, comme vous ne pouvez pas hémoconcentrer en même temps, ça veut dire que c'est la valeur haute qui est la bonne valeur. Alors, il vient d'y avoir un article dans le JAMA qui a testé les connaissances des internes nord-américains sur les principes, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a une semaine, sur les principes de mesure de la pression artérielle. Ils ont interrogé non invasive en ambulatoire. Ils ont interrogé 159 internes. Combien parmi eux a su répondre correctement à tous les critères de mesure de la pression artérielle? 1 sur 159.
Si on faisait le même test ici sur les critères de validité et de qualité de la mesure de l'HemoQ, je ne veux pas insulter qui que ce soit, ça m'inclut moi-même, qu'on aurait des surprises. D'accord? Alors, ponction sur la face latérale du médian, sans pression, bras non dominant, troisième goutte, position assise, donc si on est en, est-ce que je suis donneur du sang ou pas donneur du sang, les peaux plus foncées diminue la variabilité, le fait de fumer diminue aussi la différence entre non-invasif, la carboxyhémoglobine diminue la sensibilité du non-invasif, etc., etc. Et donc ça a été une étude qui a été PHP. Et donc grosso modo, le bruit de la mesure, quelles que soient les techniques, c'est autour d'1 gramme par décilitre. Et pour un patient donné, quand vous allez prendre une décision de type dichotomique, je transfuse pas, on se trompe au moins une fois sur 7. D'accord? Au moins une fois sur 7. Donc les conclusions des auteurs, à cause, je viens de vous dire, il faut insérer cette histoire de notion de bruit de la mesure dans la prise de décision quand les valeurs d'hémoglobine sont proches de la valeur seuil transfusionnel. Est-ce qu'on vous a déjà exprimé de manière explicite cette notion-là jusqu'à présent? Oui? Non? Non. Donc, pensez que 6,5 g et 7,5 g, point de vue bruit, pour un patient donné ne sont pas différents. D'accord? Et vous avez des soucis analytiques. Est-ce que quelqu'un a des cardiaques sur le cathéter central ou sur le cathéter artériel, la gestion des volumes morts, de manière explicite pour dire si tu prélèves à ce site-là, il faut prélever 2 fois le volume mort qui est de X. Vous l'avez fait? Je pense qu'il faut le faire. Ça me paraît indispensable. Et donc, j'ai 2 diapositives encore. Donc, exemple de l'algorithme décisionnel, ça c'est production propre. Hein. Il n'y a aucune validation. 0. C'est cuisine locale Longrois-Bichat. Donc, je suis proche de 6,9 g, qui est le seuil transfusionnel qui est maintenant dans la littérature. Je regarde d'abord l'historique des valeurs d'hémoglobine. Est-ce que j'ai démarré à 15 l'intervention et ça a saigné la rage? Est-ce que j'ai démarré à 10, ça n'a pas saigné mais j'ai hémodilué? Donc je veux avoir un historique des valeurs d'hémoglobine et je comprends ce qui a été à peu près fait. Deuxième chose, j'ai un saignement actif. Si j'ai un saignement actif, donc je vais comparer les pertes que je mesure et je les compare en volume avec les pertes maximum acceptables, je dis, pour passer de la valeur d'hémoglobine préopératoire à ce que le patient a maintenant. Ces ABAC existent, ils sont relativement faciles. On devrait avoir, ça a été montré comme étant très efficace si aux États-Unis vous faites une prescription électronique de concentré globulaire rouge, si on vous demande de justifier, si on vous demande l'historique de l'hémoglobine, si on vous demande le seuil, si on vous demande un certain nombre de choses, on réduit d'à peu près 30% les prescriptions de CGR. Donc on peut imaginer que sur une prescription électronique, ce serait un des avantages pour vous dire quelle était votre hémoglobine de départ. 15 grammes, vous êtes à 7, à 6,9 g, donc ça veut dire que vous avez droit à peu près à 3 litres en normovolémie donc de saignement. Est-ce que c'était 3 litres? Est-ce que c'était 1 litre? Ça peut être fait. Et sinon, à l'œil nu aussi, de temps en temps, on peut le faire. Y a-t-il eu une expansion volémique récemment, dans les minutes qui précèdent, et en fonction du volume, d'accord? Donc si c'est 8, je dois évoquer cette histoire d'anémie d'hémodilution, où la masse rouge n'a pas bougé, mais la valeur d'hémoglobine a bougé, et il n'y a pas donc d'erreur. Et avec ça, a priori, on devrait être capable de mieux réfléchir à l'indication de transfusion quand vous êtes légèrement en dessous du seuil. Je ne vous parle pas de l'histoire de la tolérance de l'anémie, ce sera pour l'année prochaine. Donc les messages de fin. Dans beaucoup d'études observationnelles et dans les études prospectives randomisées, la transfusion de CGR n'apporte pas de bénéfice en termes de survie, diminution de la mortalité. J'ai sauté une diapositive. Les Anglais disent si vous êtes en dessous de 5, c'est impératif de transfuser. Si vous êtes au-dessus de 7, sauf pour quelques rares patients, a priori, il n'y a pas besoin. Entre 5 et 7, réfléchissez et évaluez la tolérance de l'anémie avec cet algorithme dont on vient de parler.
Dans quelques études observationnelles, la transfusion de CGR, même en faible quantité, est associée à une augmentation du risque de mortalité. Les études prospectives ne nous disent pas la même chose. D'accord? Donc ce n'est pas tuer un malade, nous disent les études méthodologiquement robustes, que de lui mettre un culot en plus. Sauf que il y a quelques datas qui datent de la guerre du Vietnam, où on a transfusé des jeunes hommes, et 25 ans après, on trouve les leucocytes du donneur dans le sang du receveur. Et nos culots, soit dits, qui sont dits déleucocytés, sont en fait leuco-appauvris. Une poche de CGR, c'est à peu près 1 million de globules blancs. Donc ça correspond quand même à une transplantation. Personne n'aimerait être transplanté sans que ça soit nécessaire. Donc probablement il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent l'hétérogénéité des pratiques transfusionnelles. Et le deuxième message, le dernier, je pense que pour relier les données statistiques et les slogans de la Patient Blood Management à la prise de décision pour un patient donné, donc le raisonnement clinique, retenez que masse globulaire rouge et concentration d'hémoglobine ne sont pas des données superposables. Donc une grande partie des transfusions est probablement en relation avec l'anémie d'hémodilution. Je ne dis pas qu'elle est iatrogène, mais elle est mal interprétée, et dans ce sens-là, elle peut être iatrogène. Donc retenez cette histoire d'anémie d'hémodilution. Et puis deuxième élément, c'est retenez le fait qu'il y a du bruit dans la mesure de l'hémoglobine. Et même lorsqu'on fait énormément d'efforts, ce bruit-là, il est de l'ordre d'un gramme par décilitre. Et donc le dernier message, c'est qu'en normovolémie, en situation hémodynamique stable, une hémoglobine entre 5 et 7 n'est pas une urgence transfusionnelle. On peut prendre quelques minutes pour réfléchir. Je ne dis pas que, je ne devrais pas que vous partez d'ici en disant Longron nous a dit qu'il ne faut pas transfuser. Ce que j'ai essayé de passer comme message, c'est qu'il faut réfléchir, sans forcément aller à la complexité des slogans de la Patient Blood Management. Il y a quelques notions, 2 ou 3 points repères dans la réflexion clinique que j'ai essayé de partager avec vous qui peuvent nous aider à prescrire un tout petit peu plus intelligemment peut-être les concentrés globulaires. Merci pour votre attention. Des questions? Là, on parlait uniquement du management péropératoire, ou ça comprenait le périopératoire, c'est-à-dire pré et post, en réanimation, ou ça peut s'appliquer à l'ensemble? Je pense que ça s'applique à toutes les situations. Est-ce que dans un malade qui va avoir par exemple moins de 11 grammes par décilitre d'hémoglobine, dont on suspecte que ça va baisser, est-ce qu'il y a des stratégies de prévention par exemple basées sur l'érythropoïétine qu'on pourrait administrer? Vous avez la personne qui tient dans les 5 meilleurs mondiaux en termes qui est capable de mieux que moi de répondre à cette question. Il y a une marge d'erreur dans la mesure, tu sais. Ah mais moi c'est personnel, j'ai droit au raisonnement clinique. Sigismond, si tu veux répondre à ça, tu es plus légitime que moi. Sigismond, je me doute de sa réponse, mais c'est plus en vision en chirurgie cardiaque spécifique, parce qu'au global, on a tranché dans la conférence de consensus, enfin Sigismond, dans la RFE, pardon, qu'il fallait plutôt, que c'était plutôt un accord fort et qu'il fallait le faire. Mais en pratique, j'avoue de ne pas encore le faire tous les jours. Et en chirurgie cardiaque, je me demande si, compte tenu du volume de produits sanguins transfusés, est-ce que cette stratégie ne serait pas encore plus... Il y a deux questions différentes. Il y a traiter post-opératoire une anémie. Oui, et là, il y a prévenir en préopératoire. La question, c'est pour ça que je posais la question d'avant et après. Sur EPO en préopératoire, en chirurgie cardiaque, moi, il y a des analyses qui montrent que ça marche, y compris, quand je suis en contact avec le dernier, je sais pas, dans l'ancêtre, y compris à de très courte durée. Très court délai, pardon, c'est-à-dire 24-48 heures avant la chirurgie, ça permet de réduire la transfusion sanguine et de réduire l'anémie post-opératoire. Après, pour traiter en réanimation, ça c'est une autre histoire. Après coup, l'anémie, ça, en chirurgie cardiaque, je ne connais pas des données qui est traité l'anémie post-opératoire par de l'EPO, enfin... En dehors du saignement aigu, hein, j'entends. Hein, oui. Normovolémique en phase stable. Ouais, je veux dire, à la louche, pour la prévention, à Bichat, donc maison locale. Il est rarissime de transfuser les patients qui arrivent à 14 grammes par décilitre au bloc opératoire.
tous ceux qui arrivent à 10 ou 9, sont quasiment tous transfusés, vous n'échappez pas. Et sur ceux qui sont aux alentours de 12, on a fait à peu près le travail, c'est là où il faut optimiser. D'accord ? Et si vous les mettez à 13-14, vous allez diminuer la probabilité de les transfuser. Et on a regardé sur Bichat, on est à 50% de patients transfusés. On a fait le travail, on est en cours d'écriture avec Sophie. Quand vous regardez à la sortie de l'hôpital, quels sont ceux qui ont été transfusés d'au moins 1 kg et qui sortent avec une hémoglobine supérieure à 9, 50% de ceux qui ont été transfusés. Donc ça veut dire qu'une fois sur deux, on transfuse par excès. Donc la réponse à votre question, si on a les moyens, cardiopathie stable, et vous arrivez à convaincre les chirurgiens qui sont comme le très, très désireux d'opérer maintenant, voilà. Mais si on arrive à atténuer ça, je pense qu'il faut à 11,5 g, il faut les amener à 13-14. Et les méta-analyses dont parlait Sigismond montrent que ça marche. Quel délai? 2-3 semaines? Dans le chirurgie cardiaque, il y a des études à 48 heures. 48 heures. Une injection unique. Pour l'hémoglobine post-opératoire. C'est-à-dire qu'il faut serrer les dents. Il diminue la transfusion et il augmente l'hémoglobine post-opératoire. Donc ça c'est l'étude de Span là, mais un tout petit peu... Oui? Il y a des gens de toute la France ici. Qui est-ce qui connaît dans son hôpital les taux de transfusion de chirurgie cardiaque? Et qui est-ce qui connaît les taux de surtransfusion sur une base régulière, par exemple? Bah, surtransfusion, vous avez les taux de surtransfusion? Et les taux de transfusion, c'est combien? Oui, bah ça à peu près tout le monde les connaît. Hein. Non, mais qui est capable d'avoir son taux de 15% de base? Ouais, mais c'est pas si simple que ça, je suis bien d'accord. Non, non. En particulier, il y a un problème aussi sur les familles de CEC, les transfusions péropératoires et de familles de CEC, je pense que c'est transfusion globale. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est sorti de l'hôpital. La CEC, c'est l'exemple caricatural d'anémie d'hémodilution qui se déroule sur des laps de temps de quelques heures. C'est caricatural. D'accord ? Caricatural. Mais moi je pense que si vous allez retourner chez vous et regarder avec, vous pouvez mettre 10 grammes d'hémoglobine, sur transfusion 9 grammes d'hémoglobine, j'ai pris 9 grammes parce que c'est ce que font les Canadiens qui ont des audits réguliers, qui sont très stricts. Eux ils considèrent que vous avez été transfusé, vous sortez de l'hôpital au-dessus de 9 grammes, c'est sur transfusion. Alors si vous mettez à 10, ça va être moins que si vous êtes à 9, mais je suis persuadé que ça existe partout. Faites ce travail-là. On est à 16% et les centres peuvent descendre jusqu'à 6 ou 7%. Ils sont vraiment très très impliqués De transfusion. De transfusion, 16%. Mais il y a des centres qui sont à 6. Oui, c'est vrai. Chandler à... C'est vrai. C'est vrai. Vous... Ça, c'est une question de la CEC. La littérature nord-américaine, je vais vous montrer quelques résultats là dans le deuxième topo. Les Américains, ils sont beaucoup à 80%. Tout à fait. Mais ça va de 5 à 100% de transfusion après chirurgie cardiaque dans la littérature en termes d'hétérogénéité des pratiques transfusionnelles. La médiane est aux alentours de 50%. C'est là où nous plaçons à Bichat. Merci pour votre attention.